on a le sentiment que c'est en quelque sorte une chronique annoncée de la débâcle de la lutte contre le terrorisme au Sahel. On peut le résumer ainsi, c'est un récit, c'est un décryptage d'une intervention militaire qui commence en 2013 dans une sorte d'euphorie générale avec des you et des tam-tams qui accueillent le président Hollande et qui aujourd'hui se transforme en une impasse redoutable dont on ne peut pas prévoir l'issue. Donc c'est le décryptage de ce passage d'une situation initiale de 2013 à une situation 9 ans plus tard qui correspond un peu à ce que les Américains ont vécu en Afghanistan. Alors, vous faites effectivement le parallèle entre les mouvements djihadistes sahéliens et les talibans en Afghanistan en expliquant qu'ils ont exactement la même stratégie et les mêmes méthodes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ah oui, c'est exact. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que lorsque les Américains décident en août 2021 de s'en aller de l'Afghanistan, ce départ des Américains est accueilli avec beaucoup de joie. Il y a eu un communiqué du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans de Iyad Agali pour saluer le départ des Américains en disant puisque c'est arrivé en Afghanistan, ça va arriver au Sahel aussi. Parce que comme en Afghanistan, les groupes djihadistes au Sahel ont un agenda local. Leur ambition sur le Sahel, ce n'est pas d'envoyer, à la différence de ce que fait l'État islamique au Grand Sahara, ce n'est pas d'envoyer des gens attaquer Paris, ce n'est pas d'envoyer des gens attaquer Bruxelles, mais c'est un agenda local. Et ils ont à peu près la même stratégie que les talibans qui essaient de conquérir les populations, de les faire adhérer à leur stratégie et de pouvoir gagner le pouvoir localement sans chercher à faire un État islamique sur l'ensemble, un califat sur l'ensemble de la planète. Alors c'est justement ça qui est très intéressant parce que vous expliquez que dans les zones qu'ils contrôlent, ces mouvements islamistes mettent en place une sorte de Pax Islamica, on pourrait dire, finalement, et c'est eux, par exemple, qui règlent certains conflits communautaires. C'est tout à fait exact et je pense que ça traduit aussi la défaite de l'intervention internationale et même la défaite des pouvoirs locaux. Les populations en sont arrivées à une situation où les pouvoirs locaux et même l'intervention internationale ne leur garantit pas de sécurité, ont décidé de faire des accords locaux avec des groupes djihadistes. Et ces accords semblent marcher puisque, en échange de cet accord, les populations acceptent que ce soit les groupes djihadistes qui définissent un peu comment ils peuvent aller au marché, comment ils peuvent cultiver leurs champs. Et ça, ce sont les enjeux essentiels pour eux. Pour eux, c'est la sécurité qui prime d'abord et avec les accords locaux qu'ils contractent avec les groupes djihadistes, ils arrivent à ces accords locaux qui leur permettent d'aller et revenir au champ chaque semaine, d'aller au marché hebdomadaire, de pouvoir travailler et on voit que ça fonctionne. À partir du moment où, dans un premier temps, on a pensé que ces accords n'allaient pas marcher, et les premiers accords ayant marché, il y a eu d'autres accords qui ont suivi et la crainte aujourd'hui, c'est que cela fasse tache d'huile et que ça se fasse au-delà du Mali, que ça se fasse au Burkina Faso et au Niger. Oui, parce que c'est ce que vous expliquez, c'est notamment qu'il, par exemple, dans les conflits communautaires qui sont fréquents entre Peul et Dogon, et ben dans les zones qu'ils administrent, par exemple, c'est eux qui règlent ce type de conflit. Vous dites aussi d'une des principales raisons de l'échec de la stratégie anti-djihadiste qui est menée par la France au Sahel, c'est d'avoir misé sur le tout militaire, de ne pas avoir suffisamment pris en compte ni le développement, ni les aspirations des populations, ni même les opinions publiques africaines. Non, ce n'est pas un compliment que je vous fais en disant que vous avez bien lu le livre. C'est exact et je pense que ça, c'est l'ossature du livre. La clé pour comprendre l'échec aujourd'hui, c'est de comprendre que les pays locaux et même la communauté internationale a, dans un premier temps, en tout cas pour les 9 premières années de cette intervention, misé sur le tout sécuritaire et le tout militaire, en pensant qu'en achetant des hélicoptères de combat, en pensant qu'en augmentant les effectifs de forces de défense et de sécurité, qu'on pourrait arriver à bout de la menace terroriste au Sahel, alors que la question du développement est centrale, puisque les jeunes qui sont recrutés aujourd'hui par les groupes djihadistes pour 50 €, pour 100 € ou pour 100 $, le sont parce qu'ils n'ont pas d'activité, ils n'ont pas de travail. On a pu, par exemple, voir dans le cas de Boko Haram, où on a interrogé des jeunes qui sont revenus des rangs, que le facteur idéologique et le facteur religieux est très marginal. C'est la question du développement, la question essentielle. Et par exemple, dans la zone de 3 frontières, qui est commune au Niger, au Burkina et au Mali, on a vu qu'il y a une endogénisation. Au départ, lorsque le terrorisme commence au Sahel,
c'est des Maghrébins qui étaient les chefs des groupes djihadistes et qui sont devenus les combattants. Aujourd'hui, c'est les locaux, c'est des Songhai, c'est des Armas, c'est des Toubou qui sont, qui sont les fantassins et qui sont les chefs djihadistes parce qu'il y a une endogénisation qui est elle-même alimentée par la question du développement, par l'absence de l'État, par l'absence aussi des services essentiels. Et si on ne résout pas ce problème-là, on va arriver droit dans le mur encore. Peut-être une dernière question, Sédic. À lire votre livre, on a vraiment le sentiment que la victoire politique des islamistes, si on peut le dire de cette manière, est quasiment inéluctable. Que faudrait-il faire pour l'éviter? Il faut absolument changer de stratégie, il faut changer de paradigme. Quand l'intervention Serval commence en 2013, il n'y a que 20% du territoire malien qui était sous la menace. Aujourd'hui, c'est 2 tiers du territoire malien. Le terrorisme s'est exporté au Niger, au Burkina. Il est à la frontière des pays du Golfe de Guinée. Ça veut dire que la stratégie qui a été mise en œuvre ne marche pas. Il faut absolument changer de paradigme. Et le paradigme, justement, c'est de proposer une réponse holistique qui intègre le militaire, le sécuritaire, mais qui prend aussi en compte la question du développement, la question de la lutte contre l'impunité, la question de la démocratie. Tout cela mis ensemble peut apporter une solution. Mais si on s'en tient au tout militaire et sécuritaire en pensant qu'il suffit d'acheter des drones turcs ou de multiplier par les effectifs d'armée, on n'en sortira pas. Merci beaucoup, Sédic Kaba, journaliste, chercheur. Je rappelle le titre de votre essai, Mali Sahel, notre Afghanistan à nous. Merci à vous. Je vous en prie.